Ne mangez pas ce dessert, elle y a mis quelque chose. Échangez les assiettes avant qu'elle ne revienne. Et vous, feriez-vous confiance à une inconnue contre la personne que vous aimez? Une jeune fille pauvre avertit un millionnaire, quelqu'un a mis quelque chose dans son dessert. 2 heures plus tard, lors d'un dîner luxueux pour célébrer leur relation, un homme riche prépare chaque détail pour une soirée parfaite. Pendant que sa compagne va aux toilettes, une enfant sans abri s'approche de lui et murmure « Monsieur, elle a mis quelque chose dans votre dessert. » Laurent Delacroix ne dit rien. En silence, sans que personne ne le remarque, il échange les assiettes du dessert. Quand Camille Moreau revient, ce qui se passe ensuite laisse tout le monde figé. L'horizon de Paris brillait comme un collier de diamants sous le ciel nocturne tandis que Laurent ajustait sa cravate Armani. À travers les immenses baies vitrées du restaurant Lumière, le plus exclusif de la capitale, il pouvait voir la tour Eiffel baignée d'une douce lumière bleutée. À plusieurs étages au-dessus des rues animées, Laurent avait réservé un salon privé, parfaitement positionné pour offrir à la fois intimité et une vue panoramique que peu pouvaient s'offrir. À 45 ans, il incarnait la réussite. Son empire immobilier s'étendait sur 3 continents. Son nom ornait des bâtiments dans 12 grandes villes et sa fortune personnelle avait depuis longtemps dépassé le milliard. Pourtant, ce soir-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Cette nuit était pour Camille. Camille entra dans la salle avec la grâce d'une femme habituée à attirer tous les regards. Sa robe émeraude épousait sa silhouette élancée, mettant en valeur ses cheveux bruns tombant en vagues souples sur ses épaules. À 34 ans, elle possédait à la fois une grande beauté et une intelligence vive qui avait séduit Laurent dès leur rencontre lors d'un gala caritatif 2 ans plus tôt. « Tu t'es surpassé », dit-elle en parcourant du regard l'ambiance intime. La table était ornée de roses blanches, de flûtes de champagne et d'une douce lueur de bougies. « Je sais que c'est une célébration, mais là, » elle s'interrompit en passant les doigts sur le menu embossé. « Magnifique », répondit Laurent avec un sourire à peine esquissé. « Seulement le meilleur pour nous. » Il versa du Dom Pérignon dans son verre. À une nouvelle année de moments extraordinaires. Les verres s'entrechoquèrent, produisant un son clair suspendu dans l'air. Le dîner se poursuivit avec des plats raffinés, noix de Saint-Jacques à la truffe, confit de canard à la réduction de cerises, sorbet au champagne pour rafraîchir le palais. Pendant le repas, Laurent observa Camille plus attentivement que d'habitude. Quelque chose était différent ce soir. Une tension subtile dans ses épaules, une pointe de nervosité derrière son sourire maîtrisé. « Tout va bien ?» demanda-t-il entre 2 plats. « Tu sembles distraite. »« Juste un peu submergée par tout ça », répondit-elle en désignant le décor somptueux. « Et peut-être un peu impatiente pour mon cadeau. Il n'est pas encore tout à fait prêt. » Laurent hocha la tête, même si un doute s'insinuait dans son esprit. En 2 ans, il avait appris à lire Camille, et ce soir quelque chose ne collait pas. Ses mots disaient une chose, son langage corporel en racontait une autre. Alors que les assiettes du plat principal étaient retirées, Camille s'excusa. « J'ai besoin de me rafraîchir avant le dessert », dit-elle en l'embrassant sur la joue avant de disparaître vers les toilettes. Resté seul, Laurent but son vin en contemplant la ville. Son téléphone vibrait avec des messages de Dubaï et de Singapour, mais il pouvait attendre. Laurent avait bâti son empire en étant attentif à chaque détail, en lisant les gens et les situations avec une précision rare. Et en cet instant, son instinct sonnait comme une alarme silencieuse qu'il ne parvenait pas à définir. Le chef lui-même, Claude Bernier, apparut avec 2 plateaux d'argent couverts. « Monsieur Delacroix, notre dessert spécial anniversaire. Soufflé au chocolat avec feuilles d'or et framboises. Madame Moreau a mentionné que c'était votre préféré. » Laurent le remercia, notant que, bien que le chocolat fût effectivement son goût, il n'en avait jamais parlé avec Camille. Un détail mineur, peut-être, mais qui s'ajoutait à une liste croissante d'incohérences. Alors que Claude se retirait, un mouvement attira son attention près de l'entrée. Une petite silhouette se faufila entre le maître d'hôtel et un agent de sécurité, traversant les tables avec agilité. En quelques secondes, une fillette d'à peine 12 ans apparut au bord du salon privé, essoufflée. Elle portait un sweat bleu usé, trop grand pour elle, un jean troué aux genoux et des baskets fatiguées.
Ses cheveux sombres étaient attachés en queue de cheval désordonnée et ses yeux bleus, d'une intensité surprenante, se fixèrent sur Laurent avec une urgence qui le redressa. « Ne mangez pas ce dessert, murmura-t-elle en désignant les plateaux. Elle y a mis quelque chose. Laurent la regarda, sans voix. « Quoi? Qui es-tu? Comment? S'il vous plaît, coupa la fillette d'une voix tremblante mais déterminée. Je les ai entendus dans la cuisine. Elle a payé quelqu'un pour mettre quelque chose dans votre dessert. Quelque chose de grave. » Avant qu'il puisse réagir, le garde arriva derrière elle. « Je suis désolé, monsieur. Cette enfant s'est introduite par l'entrée de service. Nous allons la faire sortir immédiatement. » « Attendez, » commença Laurent, mais elle était déjà entraînée. « Échangez les assiettes, murmura-t-elle encore. Quand elle ne regarde pas s'il vous plaît. » Puis elle disparut. Laurent resta seul face au dessert. Sa raison rejetait cet avertissement absurde. Pourquoi Camille voudrait-elle lui nuire? Pourtant, son intuition refusait d'ignorer le regard de la fillette. Il regarda vers les toilettes. Camille n'était pas revenue. D'un geste rapide, il échangea les plateaux. Il remarqua alors une petite carte portant son nom sur celui qui lui était destiné. Il venait à peine de se rasseoir lorsque Camille revint, impeccable, le sourire éclatant. « Le dessert est arrivé, » dit Laurent avec détachement. « Le chef a mentionné un soufflé au chocolat. »« Ton préféré ?» répondit-elle en s'asseyant. « J'ai fait en sorte qu'il soit préparé spécialement. » Ils soulevèrent les cloches argentées. 2 soufflés identiques apparurent, décorés de feuilles d'or et de spirales de framboise. « Ça a l'air divin », dit Camille en prenant sa cuillère. « On commence ?» Laurent fit semblant de goûter, puis prit son verre. « L'accord est excellent », commenta-t-il en la regardant manger. « Oui, parfait », répondit-elle. Pendant 20 minutes, Laurent joua la comédie, observant discrètement Camille. Au début, rien. Puis, à la fin, elle se frotta le front. Mal à la tête? Juste un peu trop de champagne. 10 minutes plus tard, ses mains tremblaient légèrement. Une fine transpiration apparut sur son front. Laurent observa, l'alarme montant en lui. « Peut-être devrions-nous écourter la soirée, suggéra-t-il. Tu ne te sens pas bien? »« Non, ça va, j'ai une surprise pour toi, » répondit-elle. Son téléphone vibra. Elle le consulta, passant de la confusion à l'inquiétude. « Tout va bien? » « Bien sûr, » répondit-elle trop vite. Mais Laurent avait vu le message, toujours rien, ça aurait déjà dû fonctionner. Et à cet instant, il comprit que la fillette lui avait sauvé la vie. Laurent garda son calme, tandis que l'état de Camille se dégradait. « Camille, tu ne vas pas bien. Je vais appeler de l'aide. »« Non, » répondit-elle vivement. Il fit signe au serveur, récupéra discrètement son téléphone dans son sac et régla l'addition. « Laurent, je ne me sens pas bien, je sais. L'aide arrive. »« Monsieur Delacroix, tout va bien ?» demanda le maître d'hôtel. « Non. » « Appelez une ambulance immédiatement. » Le restaurant s'anima. Les secours arrivèrent. Laurent expliqua les symptômes. A-t-elle consommé quelque chose d'inhabituel? Seulement le dîner, mais il est possible qu'il y ait eu quelque chose dans son dessert. Dans l'ambulance, il regarda Camille à moitié consciente et pensa à la fillette. Pourquoi avait-elle fait ça? À l'hôpital, il déverrouilla son téléphone. Les messages confirmèrent ses pires craintes, un plan détaillé, des doses, des effets. Et cette phrase, « Tu as changé les assiettes. » Et vous, à la place de Laurent, auriez-vous agi immédiatement ou auriez-vous douté jusqu'au bout de la personne que vous aimiez? Le plus glaçant était le message que Richard avait aperçu au restaurant, suivi d'échanges de plus en plus frénétiques. « J'ai, toujours rien. Ça aurait déjà dû fonctionner, Vanessa. » Rien. D'accord. Quelque chose a mal tourné. J'ai, le chef a suivi les instructions? Vanessa, oui, je l'ai vu le préparer moi-même. Aïe, alors elle devrait déjà montrer des symptômes. À moins que le dernier message soit arrivé pendant qu'ils étaient dans l'ambulance. Tu as échangé les plats.
Vérifie les plats. La main de Richard se resserra autour du téléphone. Il y en avait plus, beaucoup plus. En remontant des semaines en arrière dans les messages, Richard découvrit un plan calculé qui visait non seulement cette soirée, mais toute sa fortune. Des références à son testament qui nommait Vanessa comme bénéficiaire importante. Des polices d'assurance, des comptes à l'étranger. Tout dessinait un tableau de planification méticuleuse. Le plus perturbant étaient les références désinvoltes à son accident anticipé et à la nouvelle vie que Vanessa et Gia prévoyaient ensuite. Richard ne s'était jamais considéré comme naïf, mais la profondeur de cette trahison le laissa abasourdi. 2 ans de sa vie, de confiance et d'intimité partagée. Tout avait été une escroquerie sophistiquée à long terme. Un médecin s'approcha, un dossier à la main. Monsieur Blackwatt, je suis le docteur Patel. Nous avons stabilisé Mademoiselle Palmer et nous effectuons des analyses. Les résultats initiaux suggèrent un type de toxine, possiblement d'origine végétale. Pouvez-vous penser à quelque chose qu'elle aurait consommé que vous n'avez pas consommé? Seulement le soufflé au chocolat, répondit Richard. Nous avons eu des plats identiques pour tout le reste. Bien, quoi que ce soit, c'est grave. Si elle n'avait pas reçu des soins médicaux à temps. Le médecin laissa la conclusion en suspens. La police voudra vous parler à tous les deux une fois qu'elle sera stabilisée. Richard hocha la tête. Je coopérerai pleinement. Et docteur, j'ai des raisons de croire que ce n'était pas accidentel. Vous devriez peut-être sécuriser ses affaires. Alors que le médecin s'éloignait, le téléphone de Richard sonna. C'était le gérant du restaurant. Monsieur Black, la police examine notre système de sécurité. Ils ont identifié la fillette, mais pas par son nom. Elle semble fréquenter la zone. Elle vit probablement dans la rue près de Central Park. Les agents ont mentionné l'avoir vue au refuge Saint-Thomas, rue 82. Merci, dit Richard. Et les images de la cuisine? Elle montre l'un de nos nouveaux chefs ajoutant quelque chose à un dessert marqué à votre nom. Il a été arrêté pour interrogatoire. Richard termina l'appel et regarda par la fenêtre de l'hôpital les lumières de la ville. Quelque part là dehors, il y avait une enfant de la rue qui lui avait sauvé la vie pour des raisons que Richard ne comprenait pas. La retrouver semblait soudain aussi important que comprendre la conspiration contre lui. 2 heures plus tard, après avoir fait sa déposition et remis le téléphone de Vanessa à la police, Richard était libre de partir. La détective Harris avait été sceptique au début, mais les preuves du téléphone, combinées aux aveux du chef qu'il avait été soudoyé pour ajouter des ingrédients particuliers au dessert de Richard, avaient transformé ce scepticisme en une conviction sombre. Nous aurons besoin de votre coopération continue, Monsieur Blackwatt, dit la détective Harris. Mademoiselle Palmer, ou quel que soit son vrai nom, avait des complices. Cela semble faire partie d'un schéma plus vaste. Vous l'aurez, assura Richard. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un d'autre que je dois trouver. Il était presque minuit lorsque la Bentley de Richard s'arrêta devant le refuge Saint-Thomas. Le quartier contrastait fortement avec le luxe de Luciel. Ici, la réalité n'était pas adoucie par le champagne et les feuilles d'or. Richard demanda à son chauffeur d'attendre et s'approcha de l'entrée où une femme à l'air fatigué fermait à clé. « Désolé, monsieur, les admissions sont fermées pour la nuit, » dit-elle automatiquement. Puis elle jeta un second regard à sa tenue formelle. « Je ne cherche pas un abri, » expliqua Richard. « Je cherche une jeune fille, peut-être 11 ou 12 ans. Cheveux foncés, yeux bleus. Elle a peut-être été ici ce soir. » L'expression de la femme se durcit. « Nous ne donnons pas d'informations sur nos jeunes résidents. Je m'appelle Richard Blacko. Cet enfant m'a sauvé la vie ce soir et j'ai besoin de la remercier. De plus, elle pourrait être en danger pour cela. » La femme, sœur Margaret selon son badge, l'observa attentivement. Richard Blackwell, le promoteur immobilier, celui qui construit ce nouveau centre d'art à Brooklyn. Richard hocha la tête. « Attendez ici, » dit sœur Margaret en disparaissant à l'intérieur. Plusieurs minutes passèrent avant qu'elle ne revienne. « Elle n'est pas ici ce soir, mais je sais de qui vous parlez. C'est Lily. »
Elle va et vient. Elle ne reste jamais plus d'une ou deux nuits. Brillante comme l'éclair, mais méfiante envers l'autorité. Savez-vous où je peux la trouver? Elle a des cachettes partout dans l'Upper East Side. Il y a un kiosque à journaux abandonné près de la 86e et Lexington qu'elle utilise parfois, ou l'entrée sud du parc. Mais, Monsieur Blackwatt, la voix de Sœur Margaret s'adoucit. Cet enfant a été trahi par chaque adulte dans sa vie. Quelles que soient vos intentions, faites attention à sa confiance. Richard hocha la tête, comprenant le poids de l'avertissement. Merci, ma sœur. Alors que la voiture quittait le refuge, Richard prit une décision. Si trouver les complices de Vanessa était le travail de la police, trouver Lily était le sien, non seulement pour la remercier, mais pour comprendre pourquoi une enfant de la rue risquerait tout pour sauver un inconnu. L'aube s'étendit sur Manhattan, peignant le ciel de nuances aquarelles de rose et d'or. Richard n'avait pas dormi. Après avoir quitté le refuge, il avait passé des heures à chercher dans les endroits mentionnés par Sœur Margaret, mais Lily restait introuvable. Maintenant, tandis que son chauffeur faisait un troisième tour le long de la bordure sud de Central Park, la fatigue embrumait ses pensées. Monsieur, hasarda Michael, le chauffeur. Peut-être devrions-nous reprendre la recherche après que vous ayez reposé. Encore un tour, insista Richard, puis s'interrompit. Son téléphone sonna. La détective Harris. Monsieur Blackwatt, nous avons progressé. Le chef a confirmé qu'on lui avait payé 50 000 $ pour ajouter un composé spécifique à votre dessert. Un composé qui aurait provoqué un arrêt cardiaque en quelques heures. Le sang de Richard se glaça. Et Vanessa? Toujours inconsciente mais stable. Nous avons identifié son complice grâce à leur communication. Hasson Mercé, ancien gestionnaire de fonds avec un historique de fraude. Nous traçons sa localisation. Avez-vous trouvé un lien avec d'autres victimes potentielles? C'est pour cela que j'appelle. Nous avons trouvé une liste dans le stockage cloud de Mademoiselle Palmer. Des personnes riches, toutes célibataires, toutes avec des actifs importants. Votre nom était le 3e sur une liste de 12. 2 autres ont subi des urgences médicales inattendues l'année dernière. Les implications étaient stupéfiantes. Vous dites que c'est un schéma? Nous le pensons. Une opération sophistiquée ciblant des personnes à haut patrimoine sans liens familiaux proches. Mademoiselle Palmer semble être l'un des opérateurs. Après avoir terminé l'appel, Richard fixa le paysage qui défilait. Richard avait construit des murs autour de lui après le départ de sa femme 7 ans plus tôt, se concentrant uniquement sur son empire. Ces murs avaient failli tout lui coûter. Monsieur, interrompit Michael. Je crois que c'est elle. Richard regarda dans la direction indiquée par son chauffeur. Près de l'entrée du parc, une petite silhouette en sweat bleu était assise sur un banc, semblant observer les joggeurs matinaux. Même à distance, Richard reconnut la posture fatiguée. Arrêtez-vous ici, ordonna Richard. Attendez-moi. Richard s'approcha lentement, conscient que des mouvements brusques pourraient l'effrayer. À mesure qu'il s'approchait, Lily le vit. Pendant un instant, elle se tendit comme prête à fuir. Puis elle sembla se raviser. Tu as échangé les plats, dit Lily lorsque Richard arriva près d'elle. Ce n'était pas une question. Oui. Richard s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Tu m'as sauvé la vie. J'ai besoin de comprendre comment tu le savais. Lily l'étudia avec des yeux trop vieux pour son jeune visage. J'écoute, les gens ne remarquent pas les enfants comme moi. Nous sommes invisibles. Pas pour moi, dit Richard doucement. Plus maintenant. Je m'appelle Richard Blacko. Je sais qui tu es, répondit Lily. Ta photo est sur les bâtiments. Et toi, tu es Lily. Lily haussa les épaules. C'est comme ça qu'il m'appelle au refuge. Lily, qu'est-ce que tu as exactement entendu? La fille ramena ses genoux contre sa poitrine, dans une posture défensive. J'étais derrière le restaurant. Parfois ils jettent de la bonne nourriture, les gens riches ne finissent pas ce qu'ils commandent. J'ai trouvé un endroit où je peux entendre la cuisine.
Lily marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Cette femme, ta petite amie, est entrée par l'arrière. Elle a rencontré un type en tenue de chef, lui a donné de l'argent, lui a dit de mettre quelque chose dans ton dessert spécial. Elle a dit que c'était. Lily secoua la tête, juste que tu ne le remarquerais pas dans le chocolat. Et à quoi ça ressemblerait? Lily hésita. Comme si ton cœur s'arrêtait simplement. La précision clinique du plan fit frissonner Richard. Pourquoi m'as-tu averti? Tu as pris un énorme risque. Pour la première fois, Lily sembla incertaine. Je ne sais pas. C'est juste que les gens ne devraient pas faire ça les uns aux autres. La simplicité de son code moral, malgré tout ce qu'il avait mené à la rue, toucha profondément Richard. Merci, ce n'est pas suffisant, dit finalement Richard. Mais je suis reconnaissant plus que je ne peux l'exprimer. Lily semblait clairement mal à l'aise avec cette gratitude. Elle a des ennuis maintenant, la femme? Oui, de sérieux ennuis. Bien. Le mot contenait des années d'injustice observée. Richard choisit soigneusement ses mots suivants. Lily, la police a besoin de ton témoignage. Tu es un témoin clé. La peur traversa son visage. Non, la police va me mettre dans le système. Je comprends ta crainte, dit Richard. Mais c'est plus grand que moi. D'autres personnes pourraient être en danger. L'expression de Lily se durcit. Je t'ai dit ce que j'ai entendu. C'est tout ce que je peux faire. Richard reconnut l'inutilité d'insister davantage, et changea plutôt d'approche. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? La question m'a pris par surprise. Hier, un type m'a donné la moitié de son hot dog. Me permettras-tu de t'inviter à déjeuner? Sans condition, juste de la nourriture. La méfiance luttait avec la faim dans ses yeux. Finalement, la faim l'emporta. Il y a un café sur la 79e. Il ne me chasse pas si j'ai de l'argent. 30 minutes plus tard, ils étaient assis dans une banquette usée du café Murphy. Lily dévora des pancakes et des œufs avec l'intensité de quelqu'un qui ne savait jamais quand viendrait son prochain repas. Richard buvait son café, lui laissant de l'espace pour manger tout en répondant à des messages urgents de son équipe exécutive et de ses conseillers juridiques. Ton téléphone n'arrête pas de vibrer, observa Lily entre deux bouchées. Des gens qui se demandent pourquoi je ne suis pas au bureau, répondit Richard. Hier a été agité. Parce que quelqu'un a essayé de te tuer. Richard grimaça devant sa franchise. Oui, ça a tendance à perturber l'emploi du temps. De façon inattendue, Lily sourit. Un éclair rapide qui transforma son visage fermé en quelque chose de véritablement enfantin. Tu parles bizarrement, tout formel. Effet secondaire des conseils d'administration, dit Richard en lui rendant son sourire. Lily, puis-je te demander quel âge tu as? 11, presque 12. Et depuis combien de temps es-tu seule? Le sourire disparut. Un moment. Richard n'insista pas davantage. J'ai une proposition pour toi. J'ai besoin de ton aide pour l'enquête. En échange, je peux offrir un logement sûr, des repas, des vêtements neufs, tout ce dont tu as besoin. Tu veux me mettre dans un foyer? Dit Lily sèchement. Non, j'ai une suite d'invités dans mon appartement. Tu aurais de l'intimité, de la sécurité, et aucune obligation autre que dire à la police ce que tu as entendu. Les yeux de Lily se plissèrent. Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne me connais pas. Parce que tu m'as sauvé la vie sans me connaître, répondit simplement Richard. Et parce que je crois que nous pouvons nous aider mutuellement. Je ne vois pas comment je t'aide plus que je ne l'ai déjà fait. Richard se pencha légèrement en avant. Lily, selon la police, il y a d'autres personnes impliquées dans ce schéma. Vanessa ne travaillait pas seule. Ton témoignage pourrait t'aider à les arrêter avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Pendant un long moment, Lily regarda son assiette vide, puis releva les yeux. Ses yeux bleus portaient un mélange de prudence et de détermination. 3 jours. Je reste 3 jours et je parle à la police une fois, puis je pars. C'est mon accord.
Richard savait qu'il valait mieux ne pas insister. Marché conclu. Le Penthouse occupait les 2 derniers étages de la tour Blackwat, l'immeuble résidentiel emblématique de Richard sur Park Avenue. Alors que l'ascenseur privé montait, Lily restait parfaitement immobile, son petit sac serré contre sa poitrine. L'ascenseur nécessite une clé de sécurité, expliqua Richard en percevant son anxiété. Personne ne peut accéder à cet étage sans elle. Lorsque les portes s'ouvrirent directement dans le hall du Penthouse, la maîtrise de Lily se brisa enfin. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle absorbait les plafonds vertigineux, le mur de fenêtres encadrant Central Park, le luxe discret d'un intérieur conçu par l'architecte le plus recherché de Manhattan. L'entretien se poursuivit pendant encore 20 minutes avec Lily décrivant comment elle s'était échappée du restaurant après avoir délivré son avertissement. Finalement, la détective Harris éteignit l'enregistreur. « Lily, tu as été incroyablement utile. Ton témoignage sera crucial dans cette enquête. » Madame Washington se pencha en avant. « Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire à la détective Harris? Quelque chose dont tu t'es souvenu en parlant ?» Lily hésita, puis glissa la main dans la poche de son sweat. « J'ai ça, » dit Lily en sortant ce qui ressemblait à un ancien téléphone à clapet. « Parfois je trouve des téléphones dans les poubelles. Celui-ci fonctionnait encore, alors je l'ai gardé pour les urgences. » Lily le tendit à la détective. « Après les avoir entendus parler, j'ai essayé d'enregistrer un peu. Je ne sais pas si ça a bien marché. Le son est mauvais. » Harris prit le téléphone avec une surprise évidente. « Vous avez enregistré leur conversation ? » ?»« Juste un peu. » Avant qu'il commence à donner des détails sur lui, l'ingrédient spécial. Richard et Harris échangèrent des regards stupéfaits. La preuve audio potentielle renforcerait considérablement le dossier. « Lyle, c'est extraordinaire, » dit Harris. « Tu peux me le donner comme preuve ? On t'en donnera un autre. Garde-le. La batterie est presque morte de toute façon. » Après que Harris et Madame Washington furent partis avec la promesse de revenir le lendemain, Richard se retrouva seul avec Lily dans le Penthouse soudain silencieux. « Ça va ?» demanda Richard en remarquant sa fatigue. « Oui. » Lily leva les yeux vers lui, l'incertitude dans le regard. « J'ai bien fait ? » ?»« Tu as fait bien plus que ça, » assura Richard. « Tu as été exceptionnel. » Le soulagement envahit son visage. « Je peux aller me reposer maintenant ? Je suis très fatiguée. »« Bien sûr. Je demanderai à Madame Chen de t'apporter le dîner dans ta chambre plus tard si tu préfères. » Lily hocha la tête avec gratitude et se retira dans la suite bleue, laissant Richard assimiler les révélations de la journée. La conversation enregistrée, bien que brève, pourrait s'avérer décisive pour construire un dossier contre Vanessa et ses complices. Plus personnellement troublante était la confirmation que toute leur relation avait été orchestrée depuis le début. Une escroquerie longue et sophistiquée visant sa fortune. Richard se servit un whisky et s'approcha des baies vitrées donnant sur la ville. À la tombée de la nuit, les lumières scintillaient à travers Manhattan comme des étoiles naissantes. Pour la première fois depuis des années, Richard se sentait détaché des certitudes qui avaient défini son existence, son jugement, son autosuffisance, son contrôle soigneux des relations. Son téléphone sonna, interrompant son introspection. C'était Harris. « Monsieur Blackwat, nous avons analysé l'audio du téléphone de Lily. Malgré la mauvaise qualité, cela corrobore son témoignage. On entend clairement Mademoiselle Palmer discuter du paiement pour ajouter quelque chose à votre dessert. »« C'est une bonne nouvelle, » dit Richard. « Il y a plus. » Mademoiselle Palmera a repris connaissance. En apprenant les preuves contre elle, elle a proposé de coopérer en échange d'une clémence dans sa peine. Quel type de coopération ? Des noms, des dates, des détails opérationnels. Selon sa première déclaration, elle fait partie d'un réseau qui cible des personnes fortunées. Elle affirme avoir été recrutée après être tombée dans des dettes auprès des mauvaises personnes. Vous la croyez ? Harris marqua une pause. Notre vérification de ses antécédents confirme qu'elle travaillait légitimement dans la gestion de patrimoine privé. Elle a eu des problèmes de jeu, a perdu sa licence, accumulé des dettes, mais cela n'excuse pas de cibler des innocents.
Non, répondit Richard. Ça ne l'excuse pas. Il y a autre chose que vous devriez savoir, ajouta Harris en changeant de ton. Nous avons enquêté sur Lily avec les rares informations dont nous disposons. Il n'y a aucune trace d'une enfant disparue correspondant à sa description. Aucun historique de placement, aucune inscription scolaire, rien. Comment est-ce possible? Nous continuons d'enquêter. Elle a peut-être vécu hors système pendant des années, peut-être avec un parent ou un tuteur qui l'a maintenue isolée, ou pire. Les implications étaient troublantes. Une enfant sans existence officielle était vulnérable d'une manière que Richard comprenait à peine. Que va-t-il arriver à Lily après les 3 jours? Demanda Richard. Normalement, elle entrerait dans le système de placement familial, très probablement. Richard pensa à l'indépendance farouche de Lily, à son intelligence, à sa décence fondamentale malgré les circonstances qui l'avaient menée à la rue. Et s'il existait des alternatives? Demanda-t-il avec prudence. Comme lesquelles? Je ne suis pas encore sûr, mais j'aimerais explorer des options avant de la placer en foyer. La voix de Harris s'adoucit légèrement. Monsieur Blackwatt, je comprends votre gratitude envers Lily, mais une tutelle temporaire est très différente d'une responsabilité à long terme. Je le sais, répondit Richard. Tenez-moi simplement informé des prochaines étapes de l'affaire. Après avoir raccroché, Richard demanda à Madame Chen de préparer le dîner de Lily et de le lui apporter dans sa chambre. Puis il contacta de nouveau son équipe juridique, cette fois avec des questions précises sur la tutelle, l'adoption et les droits des enfants sans papier. Le lendemain matin, Richard trouva Lily sur la terrasse, enveloppée dans un peignoir trop grand, les cheveux encore humides de la douche. « Bonjour », la salua Richard. « Ta baignoire est assez grande pour nager », répondit Lily, ce qui n'était pas vraiment une réponse. « Et l'eau reste chaude pour toujours. » Richard sourit, reconnaissant des luxes qu'il considérait comme acquis à travers les yeux de Lily. Pendant le petit déjeuner, Richard remarqua que Lily l'observait avec une intensité inhabituelle. Finalement, Lily posa sa fourchette. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» La franchise de la question était typique de Lily. « Plusieurs raisons », répondit Richard honnêtement. « La gratitude, bien sûr, mais aussi parce que je pense que tu mérites de la gentillesse. Tout le monde la mérite. Surtout les enfants. Je ne suis pas une enfant normale, dit Lily en jouant avec ses pancakes. Plus maintenant. Non, tu ne le es pas. Tu es extraordinaire. Lily releva brusquement la tête, manifestement peu habituée aux compliments. La détective m'a posé des questions sur mes parents hier après que tu sois sorti de la pièce. Richard garda une expression neutre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je n'en ai pas. Plus maintenant. Je suis désolée, Lily. Lily haussa les épaules avec une indifférence maîtrisée. C'était il y a longtemps. Ma mère est tombée malade quand j'avais 7 ans. Après sa disparition, je suis restée avec une de ses amies pendant un moment, mais cette femme a aussi disparu. Je me suis débrouillée toute seule. La manière détachée dont elle racontait son abandon brisa quelque chose dans la poitrine de Richard. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de Harris. Avancez dans l'affaire. Plusieurs arrestations pendant la nuit. Besoin de vous parler, vous et Lily, au plus vite. 1 heure plus tard, la détective Harris arriva avec Madame Washington et une 3e personne, un homme mince d'une 40aine d'années, aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Monsieur Blackwatt, Lily. Voici le docteur Bonnet des services de l'enfance, les présenta Harris. Étant donné les circonstances inhabituelles, j'ai pensé qu'il serait utile qu'il se joigne à nous. Richard se tendit légèrement, conscient de la rapidité avec laquelle les choses évoluaient. Ils s'installèrent dans le salon où Harris les mit au courant des progrès de l'enquête. Grâce à la coopération de Mademoiselle Palmer et aux preuves de l'enregistrement de Lily, nous avons exécuté des mandats de perquisition dans plusieurs lieux hier soir. Nous avons arrêté 4 personnes, dont Mason Mercier, le principal complice de Mademoiselle Palmer. Le titre des messages, précisa Richard. Exactement. Mercier a été lié à au moins 3 schémas similaires visant des personnes fortunées. Dans 2 cas, les victimes ont subi de graves urgences médicales, mais ont survécu. Dans le 3e, Harris regarda Lily, modérant clairement ses mots. L'issue a été moins favorable. Tous étaient des empoisonnements, demanda Richard. Des méthodes diverses, mais oui, tout impliquait l'introduction de substances nocives. Le rôle de Mademoiselle Palmer consistait généralement à établir des relations avec les cibles, gagner leur confiance et créer des opportunités pour les incidents. Richard absorba ces informations avec une horreur croissante. Combien d'autres avaient été trompés comme lui? Combien n'avaient pas eu la chance d'avoir leur propre ange gardien apparaissant au moment crucial?
Maintenant, concernant Lily, poursuivit Harris en se tournant vers la jeune fille assise en tailleur sur le canapé. Le docteur Bennet est ici pour discuter des prochaines étapes. Le docteur Bennet sourit chaleureusement à Lily. Je veux d'abord te remercier pour ton courage. Ce que tu as fait est extraordinaire. Lily ne dit rien, le visage fermé. Nous n'avons trouvé aucun enregistrement de toi dans notre système, continua doucement le docteur Bennet. Peux-tu me dire ton nom complet et ta date de naissance? Lily, répondit-elle fermement. Juste Lily et j'ai 11 ans, presque 12. Pas de nom de famille? Lily haussa les épaules. Peut-être que j'en avais un. Je ne m'en souviens plus. Le docteur Bennet échangea un regard avec Harris. Très bien, Lily. Nous devons trouver un endroit sûr et permanent pour que tu vives, un endroit où tu pourras aller à l'école, te faire des amis, avoir une enfance normale. J'allais bien avant, insista Lily, sans conviction. Tu survivais, corrigea doucement le docteur Bennet. Mais les enfants méritent plus que simplement survivre, ils méritent de s'épanouir. Richard était resté silencieux pendant cet échange, mais il se pencha maintenant en avant. Docteur Bennet, que proposez-vous exactement? Dans un premier temps, un placement d'urgence en famille d'accueil pendant que nous établissons l'identité légale de Lily. Puis, selon les circonstances, un placement à long terme ou une adoption si des candidats appropriés se présentent. Richard sentit Lily se raidir à côté de lui. Leur accord de 3 jours approchait rapidement d'un tournant critique. « Et si je demandais la tutelle temporaire ?» demanda Richard. Les mots sortirent avant qu'il ne les ait totalement formulés. Le temps que les détails juridiques soient réglés. 4 paires d'yeux se tournèrent vers lui, surprise. Aucune plus que celle de Lily. Monsieur Blackwatt, commença le docteur Bennet avec prudence. La tutelle est une responsabilité importante, pas une décision à prendre impulsivement par gratitude. J'en suis conscient, répondit Richard avec fermeté, trouvant sa certitude en parlant. Mais Lily et moi avons développé une relation. Elle se sent bien ici. Cela lui apporterait de la stabilité pendant une période turbulente. Bien que ce soit inhabituel, ce n'est pas sans précédent, intervint Madame Washington. Étant donné les circonstances extraordinaires et les ressources de Monsieur Blackwatt. Pendant toute cette discussion, Lily était restée silencieuse, les yeux passant d'un adulte à l'autre tandis qu'il débattait de son avenir. Finalement, elle parla. « Je n'ai pas mon mot à dire ?» La pièce se tut. Le docteur Bennet reprit le premier. « Bien sûr que si, Lily. Que voudrais-tu » Lily regarda Richard, son expression mêlant espoir et fatigue. « C'est juste parce que je t'ai aidé ? Parce que tu ne me dois rien. » Il ne s'agit pas de dette, dit calmement Richard. Il s'agit de faire ce qui est juste pour nous deux. Lily réfléchit. Puis elle se tourna vers le docteur Bennet. Je veux rester ici, au moins pour l'instant. Les adultes échangèrent des regards, une négociation silencieuse se jouant au-dessus de la tête de Lily. Finalement, Harris parla. Étant donné les circonstances inhabituelles et le rôle de Lily comme témoin clé, je pense que nous pouvons organiser une tutelle temporaire d'urgence pendant que la procédure formelle suit son cours, avec une supervision appropriée. Bien sûr, acquiesça le docteur Bennet à contre-cœur. Je devrais déposer les documents immédiatement et Monsieur Blackwatt programmera l'étude du domicile en début de semaine prochaine. Alors que la réunion se terminait et que les visiteurs se préparaient à partir, Richard sentit une petite main glisser dans la sienne. En baissant les yeux, il vit Lily le regarder avec un mélange d'incertitude et de quelque chose qui, avec le temps et la confiance, pourrait devenir de l'espoir. « Tu étais sérieux ?» demanda Lily quand ils furent seuls. « À propos du fait que je reste. » Chaque mot, assura Richard, mais seulement si c'est aussi ce que tu veux. La réponse de Lily fut de serrer sa main brièvement, mais fermement, avant de la lâcher. Un geste plus éloquent que n'importe quel mot. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de procédures juridiques, de visites de travailleurs sociaux et d'ajustements progressifs. La tutelle temporaire d'urgence avait été accordée avec une efficacité surprenante.
Une combinaison des ressources de Richard, du soutien de la détective Harris et des circonstances inhabituelles de l'affaire avait accéléré un processus normalement enlisé dans la bureaucratie. Pour Lily, la transition de la survie dans la rue à la vie dans un penthouse sur Park Avenue apportait des révélations quotidiennes. Le concept d'avoir son propre espace, des repas réguliers et un adulte qui tenait ses promesses de manière constante était un territoire inconnu. Lily abordait chaque jour avec un optimisme prudent, s'attendant à ce que tout s'effondre, que Richard révèle que tout cela n'était qu'une charité temporaire qui prendrait bientôt fin. Pour Richard, la courbe d'apprentissage était tout aussi abrupte. Sa vie ordonnée et prévisible avait été bouleversée par la présence d'une enfant qui posait des questions directes, gardait des horaires imprévisibles et regardait son monde avec une honnêteté sans filtre. Madame Chen avait été précieuse, aidant à transformer la suite d'invités en une chambre appropriée avec des couleurs vives et du mobilier adapté à son âge, guidant Richard dans des questions pratiques comme les inscriptions scolaires et les rendez-vous chez le pédiatre. Un matin frais d'octobre, Richard trouva Lily à la table du petit déjeuner entourée de sacs de shopping. « Tu as acheté tout le magasin ?» demanda Richard en acceptant le café de Madame Chen. « Madame Washington m'a emmené faire du shopping hier pendant que tu étais en réunion, » expliqua Lily. « Elle a dit que j'avais besoin de vêtements appropriés pour l'audience de demain. » L'audience, une formalité pour prolonger la tutelle temporaire de Richard pendant que la procédure d'adoption avançait, pesait sur leurs esprits. Malgré les assurances de l'équipe juridique de Richard que tout se déroulait bien, Lily restait anxieuse. « Tu veux me montrer ce que tu as choisi ?» demanda Richard, percevant son besoin de distraction. Lily sortit une robe bleu marine avec un col blanc, simple mais élégante. Madame Washington a dit que ça avait l'air respectueux, mais pas prétentieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, prétentieux. Ça veut dire essayer trop fort d'impressionner les gens, expliqua Richard. Et elle a raison. Cette robe est parfaite. Lily passa ses doigts sur le tissu. C'est la chose la plus chère que j'ai jamais eue. Richard ressentit la douleur familière qui accompagnait souvent les remarques de Lily sur sa vie passée. Tu as eu ta première rencontre avec la juge Reynolds, n'est-ce pas? Qu'en as-tu pensé? Elle était gentille. Elle m'a posé beaucoup de questions sur le fait de vivre ici. Si je me sentais en sécurité, si j'étais heureuse. Lily remua ses céréales dans le bol. Je lui ai dit la vérité, que je n'aurais jamais pensé avoir à nouveau un vrai foyer, mais que je commence à croire que celui-ci pourrait l'être. La simplicité de cette déclaration frappa Richard avec une force inattendue. Cet enfant, trahi par tous les adultes de sa vie, lui accordait une confiance prudente. Un cadeau plus précieux que n'importe quel contrat qu'il avait signé. Ça l'est, assura Richard. Peu importe ce qui se passe demain au tribunal, ceci est ton foyer aussi longtemps que tu le voudras. Un léger sourire traversa brièvement le visage de Lily avant qu'elle ne change de sujet. La détective Harris a appelé hier. Elle a dit qu'ils avaient arrêté d'autres personnes liées à l'affaire. Richard hocha la tête. L'enquête s'était considérablement élargie ces dernières semaines. Ce qui semblait au départ un incident isolé s'était révélé être un réseau élaboré ciblant des personnes fortunées sur toute la côte est. Vanessa, dont le vrai nom s'était révélé être Elena Marop, coopérait pleinement avec les autorités, échangeant des informations contre des considérations pour sa future peine. Mais ceci n'est que le début de l'histoire. Ce qui va suivre va tout changer. Des secrets seront révélés, des vies seront brisées et l'amour sera mis à l'épreuve d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Si vous voulez voir la partie 2, faites simplement ceci. Faites un geste vers la droite, aimez cette vidéo pour nous montrer que vous en voulez plus. Faites un geste vers la droite, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir la partie 2 dès sa publication. Faites un geste vers la droite, commentez, partie 2, ci-dessous pour nous montrer que vous êtes prêts. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement nous dit, continuez à raconter ces histoires.